Maintenant, euh, il y aura le sujet de la finance disponible. Et ici, il y aura l'exploration de plusieurs participants de, à partir des gestions de, de tout ce qui est disponible. Et il y avait euh, un autre modérateur, Majid Morzani, qui est la directrice et l'organisatrice et, et- et fait partie de la conférence sur la possibilité de organiser et développer. Il a, il a, il a participé à la gestion de plusieurs entreprises et, et il a beaucoup de ressources dans le marché du capital. Majid aura la présentation de la table ronde parce que je pense qu'ils sont tous des gens très intéressants. Je suis tellement reconnaissant de les connaître. Et nous voulons des petites questions à l'auditoire. Combien de personnes sont des entrepreneurs dans l'auditoire? Je pourrais dire à peu près 40, 30, 20%, les étudiants 20%, les académiciens, les chercheurs 20% encore, et les représentants gouvernementaux. Je pense que nous avons un auditoire très égalisé, très équilibré. Nous n'avons pas le besoin d'aller dans l'aspect technique de la finance, mais surtout comment équilibrer les investissements des entreprises avec un désir d'avoir un impact pour avoir des impacts sur la société et sur l'environnement et donner aussi de la valeur à ceux qui participent dans les entreprises. Et avant de commencer, je veux vous donner un petit peu d'informations. Les financements et les investissements sont la partie plus visible de ce qui est en dessous de la surface. Mais ceux qui, ceux qui supportent tous les investissements sont, je vais présenter Gerhard Ries, qui est le fondateur de Serona Ascent, avec 25 ans d'expérience sur l'investissement et le centre dévouement à, à l'impact social et environnemental. Stephanie Ramon, qui est un officier qui s'occupe de l'impact de l'environnement pour Tinder Canada. Elle dirige tout ce qui concerne les gestions environnementales. Il pourrait peut-être ne pas savoir que Cinder Canada est l'institut qui est le principal pour les investissements et la gestion pour le développement en, en dehors du continent. Brian Mintz qui, qui s'occupe de plan de pension pour les investissements et il s'occupe de Hassan Asli qui s'occupe
la perspective des États-Unis en ce qui concerne les investissements canadiens et les fonds de pension. Il a, il, il a, il a un diplôme de toutes sortes de toutes sortes d'organisations et il s'occupe aussi des organisations dans l'Ouganda et le président de l'organisation. Maintenant, allons dans les discussions. Je voudrais savoir de tout le monde 1 ou 2 minutes, une présentation sur vos perspectives en ce qui concerne votre travail et comment vous intégrez les, la gestion de l'environnement et social dans le travail que vous faites. Merci. C'est un plaisir d'être ici. Et je pense que vous avez une voix très passionnée et je suis bien d'accord sur le fait qu'il y a un sentier pour la réconciliation dans le Canada qui pourrait être un exemple pour le reste du monde. Mon travail a été d'un il faut dire qu'il n'y a pas un seul pays dans le monde qui a plus de possibilités de réconciliation plutôt que le Canada. Bon, nous pouvons être un exemple pour tout le reste du monde. Le, notre notre pensée, notre travail peut être l'exemple pour l'Asie, par exemple. Nous investissons surtout dans l'Asie et nous avons surtout, et nous investissons directement ou bien en collaboration. Nous ne, nous ne tuons plus des compagnies pour investir en leur place. C'est un défi de faire tout ça. Il y a deux façons de faire. Il y a, par exemple, un investissement dans ce qui concerne déjà, mais dans les infrastructures qui sont déjà là. Ou bien vous voulez, euh, vous voulez supporter les femmes, ou bien vous pouvez adresser le reste du marché et investir dans le et dans et Et nous avons fait les deux, mais surtout, c'est le dernier. Et si nous avons la possibilité d'investir dans des compagnies qui sont déjà dans le champ des stratégies que nous voulons. Et donc, nous voulons avoir des compagnies et des leaders qui, par exemple, nous avons des leaders qui sont déjà, ont déjà la primauté, ou bien bon, nous pouvons investir dans les compagnies qui ont déjà un impact, ou bien investir dans les secteurs qui ont l'impact que nous voulons. C'était un plaisir d'être ici et d'être partie de notre groupe. Et je vais commencer par avoir un panorama de ce qui concerne au Canada. Nous sommes là depuis 6 ans comme un institut financé pour complémenter les, le rôle que le Canada a dans le marché international. Nous concentrons surtout dans le travail dans le secteur privé pour pouvoir avoir des
des développements durables. Et ce que nous avons comme outil, c'est les capitaux d'investissement. Nous investissons dans les compagnies privées ou bien des fonds de participation. Nous allons dans l'Afrique, récemment dans l'énergie pacifique indienne. Et nous faisons ça pour l'impact positif. Nous nous occupons du développement du marché, l'égalité du genre et ainsi de suite. Nous voulons donner la possibilité à nos clients d'achever ces objectifs. Nous avons un mandat qui est euh, euh, double et nous donnons de l'argent, de subsides, mais nous, nous voulons avoir un impact positif sur nos investissements. Dans de ces stratégies, c'est quelque chose de semblable. Nous cherchons des investissements qui sont déjà ont déjà bien de succès. Et donc, nous voulons euh, promouvoir les performances qui sont déjà bonnes, mais nous voulons aussi encourager les compagnies qui peuvent transformer et avoir un impact plus positif pour avoir une meilleure gestion de, de l'environnement, de la création de travail, et ainsi de suite. Les pratiques de, de commerciales, et ainsi de suite, et un meilleur usage des ressources naturelles. Tout cela est, en tout cela, nous investissons. Et nous voulons avoir tout ce qui est la précédence nous avons de nouveaux groupes à assister, une variété d'universités qui sont tout ce qui est la possibilité de tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'être capable de payer la pension que nous avons déjà promis à nos clients. Donc, nous avons besoin d'obtenir les fonds qui sont nécessaires pour le faire. Nous ne voulons pas augmenter le coût de fonds de pension. D'un point de vue d'impact, de perspective d'impact, et pas seulement de vouloir bâtir le système dont nous voulons opérer. L'exemple le plus facile est celui du climat. La recherche nous dit qu'il est possible d'avoir un, un revenu pour nos investissements. Pas seulement dans ce qui concerne nos investissements, mais surtout trouver des occasions de nous insérer pour pouvoir aider la stabilisation du climat.
c'est les consommateurs, c'est les clients. Nous voulons changer le système là où ça peut avoir du bon sens parce que nous avons besoin d'avoir des revenus pour nos membres. Une chose, une chose est une- la, la- pour avoir possible une publicité d'un point de vue de politique euh, euh, et aussi avoir des meilleures pratiques pour l'environnement et avoir tout ce qui concerne les... Et l'autre partie, c'est les décisions d'investissement. Et il faut avoir la possibilité de donner des investissements qui sont productifs dans notre ligne d'action. Il faut nous donner des exemples pour ce qui concerne vos programmes. euh, et- comment est-ce que vous pouvez nous montrer vos programmes? Nous sommes une ferme de equity, equity privée que par définition, pour être, quand vous avez l'environnement, évidemment, c'est assez mineur pour ce qui concerne la comparaison avec d'autres activités commerciales. Quand nous lisons notre histoire, euh, il est très difficile ce qui ne, la façon dont nous euh, euh, conduisons nos affaires est un peu singulière. Donc, nous sommes embauchés par nos investisseurs pour bâtir des entreprises qui soient durables d'un point de vue de marketing. Nous avons besoin d'une entreprise qui dure longtemps. L'initiative que nous avons dans notre compagnie est surtout bâtie sur les choses qui sont euh, durables. Comment est-ce que nous pourrons le faire? Euh, Cela signifie comment avoir les personnes qu'il faut, comment faire les choix qu'il faut. Nous avons bâti des, des bâtisses qui sont déjà certifiées en ce qui concerne l'environnement. D'un point de vue social, l'industrie de, de, euh, des ressources privées sont toujours semblables. Alors, pour ce qui concerne nos employés, ils ont besoin d'avoir les fonds pour envoyer leur fils au collège. Il y a toujours la première. La première, donc, le premier fils veut aller au collège et nous avons la possibilité de les aider. Moi-même, j'étais dans la même classe, catégorie sociale, donc nous voulons avoir dans notre portefeuille, dans notre système de données que vous connaissez déjà, nous voulons nous assurer que les 75% de nos entreprises sont durables. Si vous voulez savoir comment ces programmes fonctionnent, nous passons beaucoup de temps euh, à embaucher des gens qui sont juste sortis du collège. Et donc, nous avons besoin de les entraîner et cela signifie que nous devons investir beaucoup dans leur entraînement. Et nous avons plusieurs niveaux de ce programme. Et nous avons un programme qui est d'une façon spécifique orienté vers les gens qui peuvent devenir des leaders.
Euh, dans nos compagnies, la plupart est conduite par des femmes et une de ces femmes est noire. Si vous regardez ce qui concerne dans ces gens, dans, quand nous avons mis à la direction d'une compagnie une femme, il y a eu surtout tout de suite de la diversité dans la compagnie. Notre travail comme propriétaire de l'entreprise est d'avoir un groupe de personnes qui s'occupent du changement, qui acceptent le changement. Alors, avoir ce niveau de support euh, signifie que nous pouvons en parler beaucoup, mais ce que nous voulons faire dans la finance est de avoir, avoir un contrôle qui donne du pouvoir dans la façon d'avoir euh, la possibilité de changer la direction qui a été la direction standard dans le passé. Même dans les marchés publics et dans les marchés privés, quand il y avait plusieurs compagnies qui sont des compagnies privées, je ne sais pas combien de personnes ici, la question est, qu'est-ce que, comment est-ce que les, do- qu'est-ce que Domino's Pizza, Gibson Guitars et PepSmart ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces compagnies? Ils sont tous possédés par des compagnies privées. Et quand nous regardons la franchise de Domino Pizza, il- la- c'est possédé par une entreprise privée et souvent, la- un seul investisseur a tout le contrôle de toute la compagnie. Je veux maintenant m'occuper du sujet qui est notre sujet jusqu'à maintenant. Comment est-ce que vous vous occupez de vos actionnaires et aussi comment pouvez-vous encourager l'impact que vous voulez? Comment est-ce que vous pouvez avoir vos devoirs financiers envers vos propriétaires de capital? En général, maintenant, dans votre cas, c'est le gouvernement du Canada. Dans l'autre cas, c'est le Fonds de pension du Canada. Et dans d'autres cas, c'est des investisseurs privés. Et nous avons notre responsabilité pour on, respecter, euh, respecter nos obligations, nos devoirs envers eux. Comment vous parlez comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre vos devoirs envers vos investisseurs et vos devoirs envers l'environnement et le changement social? Nous devons être loyaux envers nos investisseurs et agir dans leur intérêt. Dans le plan de pension, nous avons besoin de payer la pension et avoir. Et ils nous ont payé, ils veulent prendre leur argent à la fin. Donc, nous avons le devoir de structurer nos investissements pour conserver la valeur de l'argent que nous avons. Et notre meilleure chance est ce dont nous devons considérer.
Nous n'avons pas de devoir social ni environnemental. Mais si certains de ce système se cassent, des problèmes comme nos, nos devoirs. Il y a des choses que nous pouvons faire d'un point de vue de achever les... Si nous trouvons des systèmes qui peuvent améliorer nous le ferons. Mais si, en cas contraire, nous ne le ferons pas. Puisque nous sommes une société de la couronne, nous avons le mandat de donner des revenus financiers et aussi avoir des impacts financiers positifs d'un point de vue financier, d'un point de vue social ou environnemental. C'est-à-dire, nous avons besoin de mettre un équilibre entre les deux. Donc, nous occupons d'un portefeuille pour chaque transaction doit être différente. Donc, pour chaque transaction, nous avons besoin de faire trouver un équilibre optimal euh, pour chaque, chaque action que nous faisons. Donc, nous avons besoin de travailler dans le contexte où nous fonctionnons. Il y a des portefeuilles qui se performent beaucoup d'un point de vue financier, qui sont évidemment faits. Y a-t-il un conflit entre les devoirs fiduciaires ou les devoirs sociaux? Il y a un choix en ce qui concerne la gestion de la compagnie, mais vous avez besoin d'avoir des résultats meilleurs. Mais il y a des places où le risque est trop haut ou bien l'économie n'est pas développée. Et il y aura des risques additionnels qui ont besoin euh, des risques qui ne peuvent pas donner euh, les les gains que nous cherchons. Donc, les fonds de pension d'un point de vue, sont très difficiles. Il ne peut pas, d'un point de vue d'un fonds de pension, les, ne peuvent pas prendre le risque pour mettre comme conséquence le risque à leurs clients. Les investisseurs privés peuvent le faire, mais pas les investisseurs publics. Nous avons un double mandat. Nous devons construire notre portefeuille, mais la question avec les organisations comme les nôtres est que nous devons incorporer, attirer plus de capital parce que nous n'en avons pas assez. Nous n'avons pas les mêmes capitaux pour subvenir aux besoins des investisseurs afin de développer l'économie. Et le- dans les cas de DFA du Canada, nous sommes un peu coincés dans cette contrainte et nous avons besoin de capital pour atteindre nos objectifs et développer des opportunités d'investissement pour le UPP et pouvoir tirer les parties de ces opportunités. Je pense que c'est un élément critique des, des organisations comme les nôtres et de banques pour le développement. De cette façon-ci, nous pourrions commencer à faire du progrès. Nous avons un taux de réduction. Nous faisons
des évaluations et nous voyons tous les passifs et les actifs. Nous voyons quand est-ce que les gens vont passer à la retraite, pendant combien de temps ils vont être dans la population active. Et nous voyons les investissements que nous avons. Aujourd'hui, comment les changer pour pouvoir contrecarrer les passifs. Notre objectif est ce taux des réductions. Nous n'avons pas le mandat de maximiser les rendements. Nous avons le mandat de pouvoir euh, atteindre ce chiffre avec peu de risques. Il y a quelques opportunités, si l'on veut, dans quelques aspects, pour avoir des rendements bas, pour avoir peu de risques. Et c'est la façon dont on opère. Oui, c'est très intéressant. Et on se pose donc la question de différents types d'investisseurs et d'organisations. Parce qu'il y a des investisseurs de l'impact, les DFA, qui sont pour les finances. Donc, c'est un terrain un peu compliqué. Et aussi la question des actions privées. Elles ont donc un marge de manœuvre majeure. Et il ne s'agit pas tout simplement d'un actif classé double A ou triple A. Non, il y a tout type de d'actions. Et, et vous avez parlé donc de ces gâteaux. Et bon, cela me fait penser à un professeur d'une école d'économie qui disait que le ESG, c'était comme le MSG. Alors, ça a l'air bien, mais vous ne savez pas si c'est bien pour vous. Alors, aussi, nous avions eu l'occasion de répondre à des questions. Il y avait une question qui disait, il y a la sensation que le ESG s'occupe uniquement des aspects de la conformité pour créer des financements et adopter les cultures occidentales. Que pensez-vous qui nous attend sur les marchés avec l'optique ESG? Je pense que c'est une question qu'il a fait de façon générale, que l'on pourrait appliquer n'importe où. Pensez-vous que le ESG, c'est un aspect de la conformité qui va nous amener à plus de financement? Est-ce que cela donc vise des financements émergents? Eh bien, je pense que le défi, quels que soient les noms que vous utilisez, la plupart des personnes ne comprennent pas ce qui est bien pour les affaires. À partir de mon expérience avec toutes les différentes sociétés que nous avons, et nous avons des entreprises qui sont très respectueuses de la conformité, y compris les aspects de ESG, mais nous avons un portefeuille d'entreprises qui respectent ces politiques environnementales, les politiques ESG. Nous travaillons avec dans une organisation financière importante et je pense que 2 ou 3 semaines après la première fois que nous avons mis en place cette politique, ils nous ont dit, eh bien, il y a dans un de RFP, on nous a posé la question et on leur a dit, ils nous ont dit qu'ils avaient une politique et le client a appelé, nous a dit, ben, voilà, vous avez une politique que la plupart d'entreprises n'ont pas. C'est une caractéristique qui vous différencie et, et qui vous permet d'avancer. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de manque de connaissances. Parce que si vous prenez une vision macro, la plupart d'entreprises multinationales sont sous la pression de l'accord de Paris en Europe ou les bonnes règles d'assainissement aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Et cela commence à avoir des répercussions, par exemple, sur les fournisseurs qui prennent des décisions compte tenu de tous ces éléments. Je ne sais pas si, de façon générale, et j'ai choisi l'exemple des États-Unis parce que c'est un exemple que je connais très bien, les États-Unis sont en retard, très en retard par rapport à la mise en place de ces politiques. Mais moi, d'après mon expérience personnelle, et j'en ai beaucoup,
de comment ce type de politique a aidé les entreprises à avoir plus de revenus parce qu'ils ont pris ces décisions de façon consciente. Et je pense que cela aide. Merci beaucoup. D'autres idées là-dessus? Malgré les obstacles des dernières années, aller au-delà de ESG comme un exercice nécessaire, les règlements sont là, il y en a de plus en plus sur certains marchés parce que l'on reconnaît aujourd'hui que le risque de l'inaction par rapport au changement climatique et à la perte de la diversité représente des risques importants pour les investisseurs et pour la société. Et cela suscite plus de mouvements tendant vers la harmonisation. Et la question, qu'est-ce que cela signifie pour le secteur privé, pour les entreprises, pour les projets, pour les investisseurs qui veulent développer des projets dans des économies? Je pense que les investisseurs comme nous avons le rôle de permettre aux entreprises de s'aligner et de comprendre où sont les écarts et nous pouvons fournir l'assistance nécessaire pour les aider à répondre à ces attentes autour de le ESG. Je pense que il y a des possibilités de réduire le risque de gestion et qu'il y a des opportunités que les investisseurs sont en train de saisir pour, disons, des investissements toujours respectueux de l'ESG. Nous avons quelques minutes et j'aimerais vous poser quelques questions. Nous avons encore 10 minutes parce qu'il y a beaucoup de sujets que l'on pourrait aborder. Mais ce matin, on a entendu parler, et juste, oui, j'explique la structure, nous allons faire 10 minutes pour les dernières questions et puis nous allons prendre quelques questions ici du public. Maintenant, la chose importante que tout le monde évite par rapport à l'investissement, ce sont les capitaux de protection. Par rapport à cette matière, on a posé la question parfois de transfert sur des portefeuilles d'investissement. Je pourrais commencer avec vous, Rana, qui parler de cette transparence, rédavabilité dans ce type de portefeuille. Quels sont les défis auxquels les grandes entreprises sont confrontées par rapport à une demande croissante et quelles sont les répercussions ou quelles sont, disons, oui, les répercussions d'avoir une approche ESG? Comme je l'ai dit ce matin, lorsque nous avons entendu parler le professeur de l'Université d'Ottawa qui a posé la même question. Donc, c'est une question dont on a parlé au cours des dernières semaines. Et c'est quelque chose qui attire notre attention. Et, et c'est une question qui est abordée par les professeurs, par l'académie assez souvent. Si l'on se remonte aux croyances des investisseurs, avant, on avait toute une série de croyances et il y en avait une liée à la transparence. On se posait des questions. Est-ce que nous allons être réussis? Est-ce que les détenteurs de titres ont confiance en ce que nous faisons? Comment pouvons-nous garantir cette transparence? Et nous avons commencé à avoir une approche de transparence dans nos politiques parce que c'est un élément critique qui guide nos actions quand il s'agit des investissements. Nous devons avoir des bonnes procédures, nous devons avoir une politique de responsabilité, etc. L'autre chose par rapport à la transparence, c'est un petit peu compliqué pour nous, c'est que nous avons les employeurs, les employés qui ont des responsabilités, qui ont des droits des décisions. Ils font partie du conseil
de fiduciaire et ensuite il y a la question de la gestion. Donc il y a beaucoup d'acteurs, ce sont différentes personnes qui prennent des décisions. Mais ce que nous avons essayé de faire, c'est d'avoir des exercices de décharge de responsabilité. Et nous avons, par exemple, un plan d'action pour l'action climatique. Nous allons avoir aussi un plan de direction sociale qui sera publié cette année. Nous avons le cadre de l'investissement pour prendre les bonnes décisions en matière d'investissement. Et donc, ce sont des politiques qui montrent qui nous sommes, qui sont nos investisseurs. Nous sommes très publics par rapport à l'identité de nos investisseurs, qui ils sont, etc., quels sont leurs actifs. Et depuis déjà 3 ans, nous essayons de publier autant d'informations que possible parce que c'est important pour tous les acteurs qu'il y ait cette clarté. Merci Brian. Et Stéphanie, Brian a mentionné les politiques des droits de l'homme. Il y a quelque chose que le monde de l'entreprise puisse faire pour développer les finances dans ce sens-là. Lorsque nous allons dans un marché des fusions dans le sud global, nous devons être sensibles à leur façon de faire des business. Nous devons savoir ce qu'elles font, ce que ces entreprises font. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de cette expérience par rapport au secteur privé? Je ne peux pas vous parler trop de la perspective d'apprentissage, mais ce que nous avons appris de nos collègues pour intégrer cette optique sur les droits de l'homme, la perspective verte, dans toutes nos politiques de rendement pour que ce soit au cœur de nos indicateurs quand il s'agit d'investir dans des projets et dans des organisations financières, des entreprises privées. Bien sûr, nous suivons les principes, le guide de principes et les droits de l'homme, et nous les alignons avec ces principes. Que pouvez-vous nous dire de l'impact et de la transparence de la question des droits de l'homme associée à votre portefeuille de projet? Oui, tout à fait, nous devons être transparents vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Avant, il y avait des fonds mutuels de responsabilité et c'était un premier pas pour beaucoup d'investisseurs. On pouvait laisser de côté toutes les choses mauvaises, les armes et autres. Il y avait une approche des conformités. Et lorsque nous avons commencé avec le ESG, nous avons suivi un peu la même ligne. Beaucoup d'investisseurs ont utilisé le ESG. Les stratégistes l'utilisaient à partir de la perspective de la conformité. Est-ce que nous avons tout ce dont il faut? Et l'impact sur l'investissement était différent, car dans ce secteur, nous voulions voir un changement positif. Il y avait là des gens qui disaient, bon, je me fiche un petit peu de la conformité. C'était comme ça. Mais on disait qu'on n'allait pas avoir un impact positif sur le monde de cette façon. Dans les actions privées, dans les marchés privés, nous choisissons les entreprises sur lesquelles nous voulons investir ou acheter. Et ensuite, nous travaillons directement avec ces entreprises. Nous travaillons avec, par exemple, des gestionnaires, des investisseurs de marchés à capitaux, et ils suivent ces principes de gestion progressiste, de durabilité, etc. Mais en général, nous ne nous trouvons pas dans dans une situation difficile pour le déinvestissement ou le boycott, etc. Parce que nous sommes de l'autre côté du spectre. Nous voulons avoir des économies durables. Mais rien n'est noir sur blanc, hein. Notre travail est de
savoir quelle serait la participation responsable, comment nous responsabiliser de toutes ces choses et essayer de nous maintenir sur la bonne voie. Oui, je suis d'accord que lorsque nous avons une perspective positive, les choses peuvent être très excitantes, mais pour nous, de l'autre côté, au cours des différents projets que nous avons eus, pour nous, l'impact positif, c'est très bien, mais il va y avoir aussi un impact négatif de l'autre côté. Quand vous travaillez avec une entreprise et vous voulez que l'entreprise fasse croître le taux de représentation des femmes dans la main-d'œuvre, mais que les conditions ne sont pas favorables pour les femmes, vous augmentez le risque de ces femmes. Donc, c'est important de comprendre que les entreprises doivent avoir les bons systèmes en place, les bons politiques, les bons personnels, les bonnes procédures pour identifier de façon efficace et d'atténuer ces risques. Je vous dirais que parfois, dans certaines économies, cela peut se faire plus ou moins bien selon le cadre de règlement. Mais en tant qu'investisseur, on ne peut pas gérer ce risque de façon directe parce qu'il s'agit de comprendre le client, les personnes sur lesquelles vous investissez, votre, leur intention d'avoir un impact positif et de gérer le risque aussi. Est-ce qu'ils ont le bon système en place, les bonnes personnes? Oui, cela veut dire qu'il y a des risques supplémentaires. Par exemple, si nous travaillons sur les marchés de fusion et si nous avions une entreprise à succès et nous avons 50 000 employés et, qui ont un emploi, et cela, c'est de la nourriture pour leur famille, de quoi manger la nuit, etc. Il y a des tas de ressources. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais comment pouvons-nous mesurer les conséquences inespérées? Comment pouvons-nous mesurer les difficultés qui seront dans le chemin? Nous devons en être conscients parce que nous pouvons dire dans les statistiques que tout va très bien, mais il y a d'autres choses qu'on laisse de côté. Il y a certains aspects qu'on ne peut pas mesurer, mais nous devons être transparents à tout moment. Oui, et cela me fait penser à l'approche systématique dont on nous parlait ce matin, qu'il fallait surveiller tous les systèmes qui ont une intersection et qui peuvent avoir un impact partagé. Ce sont des thèmes vraiment fascinants. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Je voudrais cependant vous donner l'occasion de répondre à ces questions et j'espère que les micros fonctionnent et qui circulent. Est-ce qu'il y a des questions ici, dans le front? Bon après-midi, merci beaucoup de vos pensées. J'ai une question par rapport au marché de fusion. La question s'adresse ou est liée à cette tension qu'il y a dans le monde de l'entreprise au niveau mondial. Le monde développé a eu l'occasion de poursuivre le développement euh, en dépit de l'environnement. Alors, comment, dans le monde développé, pouvons-nous dialoguer avec ces marchés émergents et les convaincre? Comment ce processus se déroule-t-il? Parce qu'il y a de grandes disparités, tant du point de vue historique, tant qu'à l'actualité. Oui, on m'a demandé, on m'a dit, vous avez gâché l'environnement et maintenant vous prenez soin de l'environnement et vous évitez que d'autres s'enrichissent. Oui, tout à fait. Je ne nie pas cela. Mais lorsque nous investissons dans des sociétés, d'entreprises, nous voulons des leaders qui soient prêts à accepter la nouvelle économie dans leur pays, dans leur communauté.
il y a cet élément-là. Et une autre chose que je voudrais dire, c'est que les secteurs privés dans le marché des fusions est beaucoup plus ouvert à l'ESG et aux stratégies sociales que l'Amérique du Nord et l'Europe. Parce que cette partie du monde euh, a créé le marché privé et les actions privées et, dans l'Amérique latine, en Afrique et en Asie. Il fallait aussi comprendre comment marchaient les choses du point de vue de la société, de l'économie, etc. Et dans des conditions que n'étaient pas celles de l'Europe et des États-Unis. Je n'ai pas une réponse pour cette question. C'est clair que le monde euh, essaie de trouver une solution à cela, mais il n'y a pas de réponse évidente. Vous avez une réponse, vous? Bon, euh, en ce qui concerne le Canada, je peux vous dire que oui, c'est un pays assez jeune, mais les institutions sœurs, je suis d'accord, nous avons beaucoup de capacités pour développer des espaces pour la finance dans certaines économies, pour qui pourraient attirer des investisseurs qui seraient attirés par ces marchés émergents. Outre le ESG, je pense que la discussion sur la transition juste, c'est-à-dire que le pays qui veulent se développer à travers des plans de transition énergétique avec la participation des gouvernements, des donateurs et du secteur privé pour penser de façon soigneuse aux réalités que nous devons prendre en considération pour faire cette transition et pour atteindre le développement économique où nos communautés puissent vraiment tirer profit des économies vertes, etc. Je pense que cette conversation sur les marché émergent est tout à fait pertinente et importante. Merci beaucoup, Stéphanie. Avons-nous une autre question? Bonjour, je suis étudiant ici dans ce qui est les affaires de la société, l'économie, le développement, etc. J'ai une question pour Stéphanie. À partir de considération de l'investissement sur les marchés émergents, est-ce que vous pensez que ces évaluations sur l'environnement, est-ce que ces analyses seront utilisées par les entreprises pour atténuer les risques dans les opérations financières? Parce que dans les marchés développés et émergents, cette évaluation de l'environnement euh, est donc parfois un conflit. Il y a toujours un conflit d'intérêts. Est-ce que vous faites attention véritablement à ces rapports qui sont présentés pour atténuer les risques? Oui, je peux commencer. Oui, en tant qu'investisseur, nous faisons nos propres procédures de diligence raisonnables. Du point de vue de l'investisseur, nous nous chargeons de faire notre propre analyse de selon la politique de diligence raisonnable. Nous travaillons selon les acteurs, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une entreprise à capital privé. Nous avons toujours un plan de diligence raisonnable qui sera différent selon la nature de l'entreprise. Nous utilisons également, ou nous avons recours aux évaluations de tierces parties pour évaluer le risque. Donc, nous n'utilisons pas uniquement les informations partagées par l'entreprise, nous faisons notre propre procédure de diligence raisonnable et cela passe parfois par des visites en personne. Par rapport à nos règles, nous demandons à nos clients d'avoir un système efficace
pour évaluer les risques sociaux et la façon de les gérer. Et cela dépend du contexte, cela dépend du type de clients qui nous intéressent, sur lesquels nous voulons investir. S'il s'agit d'une coopérative, nous voyons s'ils ont des pratiques responsables, par exemple pour octroyer les prêts. S'il s'agit d'un projet d'infrastructure, et nous voyons qu'il y a une partie prenante importante qui est chargée des communautés, nous nous centrons sur les responsabilités sociales. Nous faisons nos propres activités de diligence raisonnable. Y a-t-il une autre question? Oui, parce que nous nous sommes éloignés de façon délibérée du secteur des activités extractivistes. Nous voulons des leaders qui aient des approches positives centrées sur l'environnement et c'est pourquoi ces évaluations environnementales sont importantes et nous sommes moins exposés à ce risque que d'autres. Je suis désolée pour les membres du public, mais nous allons prendre seulement une autre question. Si vous voulez poser des questions après, vous pouvez le faire par le chat. Pensez-vous que les plans à long terme font la différence quand il s'agit de ESG, de l'impact d'un impact responsable? Est-ce que cela est lié au temps? Est-ce qu'il y a une différence par rapport au projet sur le court terme ou sur le long terme? Je pense que pour toute initiative, tout projet que nous achetons, il y a des limites qui s'étendent sur 5 ans. Typiquement, c'est comme ça. Et si nous voulons parler de la durabilité, nous devons aussi établir une échéance. Nous essayons à une phase précoce du projet d'obtenir autant d'informations que possible. Et nous leur disons, voici notre plateforme, et commencez à nous fournir des informations, car cela nous aide à identifier les domaines sur lesquels nous voudrions avoir des améliorations. Donc, je pense que oui, il faut des échéanciers pour qu'il y ait des progrès, pour qu'il y ait donc une rentabilité, parce que bien sûr, cela prend du temps. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire de jour au lendemain. Et vous devez aussi vous réunir avec l'équipe du conseil administratif pour avoir une séance de révision, de mise à jour. Oui, quand on parle du contexte des pensions, la situation est différente parce que c'est un microcosme. Mais nous devons toujours investir sur le long terme. Merci pour avoir trouvé un équilibre entre les devoirs fiduciaires et les devoirs sociaux. Pour notre auditoire qui est en personne, il y a à 2h45, il y aura des groupes de travail, euh, qui est un groupe A, un groupe B. Il y a il y aura une conversation qui commence ici et puis
va déménager dans un groupe. Il y a deux chambres qui sont euh, voisines l'une à l'autre. Si vous ne savez pas où aller, demandez aux gens qui ont le collier bleu. Maintenant, il y a ça. Nous voulons vous remercier pour votre participation. Alors, nous avoir, nous allons avoir des rafraîchissements dans l'hôtel et nos bénévoles seront aux portes pour vous donner des conseils. Et aussi, nos bénévoles vont aussi marcher en groupe. Et nous avons eu vraiment beaucoup de plaisir et euh, nous, nous sommes vraiment en attente de ce qui arrivera demain. Et nous voulons remercier tous ceux qui sont venus pour avoir des contributions, donner des contributions à notre conférence. Bien sûr. Il y aura des escroutes en dehors. Oui, évidemment, il y aura des bénévoles qui vous aideront à, nous vous aideront à trouver vos places et nous voulons vous remercier encore d'être présents.